Bonjour Alexis Corbière, vous êtes porte-parole de la France Insoumise, vous êtes membre de la commission défense de l'Assemblée nationale et aussi du bureau de l'amitié entre le Mali et la France. Ces 13 soldats tués aujourd'hui, c'est un drame national, que c'est mort pour la France? Indiscutablement, c'est un drame national. Je crois que tout le pays est touché, parce que tout le monde, quelle que soit son opinion, sait très bien que le métier des armes est un métier incroyablement... qui nécessite un courage exceptionnel, être prêt à donner sa vie pour le pays. Et là, 13 soldats qui meurent, c'est un bilan terrible. Alors, d'abord, il y a le temps du recueillement, évidemment. Oui. Lundi, il y aura une... Vous serez présent, bien sûr, lundi, évidemment, une grande cérémonie aux Invalides. Il faut être là pour dire à nos soldats, sur tous les fronts dans lesquels ils sont engagés, et particulièrement dans cette opération Barkhane depuis 6 ans au Mali, qu'évidemment, ils sont là pour la nation. Mais une fois qu'on a dit ça... Ils sont vraiment morts pour la France aujourd'hui. Alors c'est-à-dire vous dites ça? Une fois qu'on est d'accord là-dessus, je crois malgré tout qu'il faut... c'est notre rôle, j'ai envie de dire notre fonction quand on est député, nous sommes la représentation nationale, s'interroger sur pourquoi nos soldats sont là-bas. Et moi, je regrette que c'est le cas en 5e République, l'Assemblée nationale, le Parlement ne discute pas du cadre politique, des objectifs politiques de ce pourquoi nous avons envoyé des troupes. Ça fait maintenant 6 ans que nous sommes embarqués. Au point de départ, c'est l'opération, vous vous souvenez, où nous intervenons au Mali pour protéger Bamako dans le cadre de l'opération Serval. Et puis c'est devenu l'opération Barkhane, 4500 soldats. Chaque année, le coût de cette intervention, c'est entre 600 millions d'euros, voire on approche le milliard. Quels sont les objectifs politiques? Eh bien, je dis sur votre antenne, comme je le répète depuis quelques jours, pour ma part, je ne les connais pas très précisément. C'est lutter contre le terrorisme? Oui, alors ça, c'est des formulations très générales. Les islamistes ne prennent le Mali et au-delà? Oui, mais ceux qui connaissent la situation politique, déjà, je vais dire les choses clairement et répéter les propos de Mme Parly, ministre de la Défense, ou du général Lecointre, qui est le chef des armées, ou même, moi, je me suis rendu au Mali et au Niger dans le cadre de la commission défense et armée dont je fais partie. Je suis allé à Niamey, je suis allé à Gao, et les officiers, l'état-major me dit, monsieur le député, nous sommes sans doute là, sur place, pour au moins 20 ans. 20 ans. Oui, parce que l'objectif encore affiché, c'est d'éradiquer ce terrorisme. Oui, mais tout le monde comprend bien que la situation, pour ceux qui connaissent, n'a pas évolué positivement depuis que nous sommes sur place. L'État malien a quasiment totalement failli, des régions entières ne sont plus sous le contrôle, comment dirais-je, de la puissance publique, c'est le moins qu'on puisse dire, et même il y a un développement de groupes radicaux qui, pour certains d'ailleurs, à un moment donné, étaient armés par l'État malien et un peu soutenus par la France, et qui se retournent, y compris contre nos troupes, avec des phénomènes de corruption, de bandes locales qui font régner la terreur. On a dernièrement une pétition de paysans maliens qui s'est adressée au Parlement malien pour dire qu'ils en avaient assez que certains de ces groupes armés les pillent, les rackettent, et ont l'impression qu'il y a eu dans un premier temps un soutien de la part de nos propres troupes. Donc vous dites qu'au fond, cette opération ne sert à rien aujourd'hui? Je dis qu'il est temps de redéfinir clairement, parce que pour ma part, je n'ai jamais été convié dans le cadre d'un débat, ni moi, ni l'ensemble de mes collègues, quels sont nos objectifs politiques. Donc vous demandez un débat à l'Assemblée nationale? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. On ne peut pas engager 4500 soldats, faire et constater que 41 d'entre eux sont tombés depuis que nous sommes là-bas. C'est terrible comme bilan. Que toute une série de gens très sérieux, je pense notamment à nos militaires locaux, nous disent « nous sommes sans doute engagés là-bas pour 20 ans sans que la nation, vu que j'ai une haute conception comme vous, quand on dit mort pour la France, bon sang, mais nous sommes en droit de dire très bien, mais pour quel objectif? Alors, on ne peut pas se réfugier derrière des formules générales contre le djihadisme, contre le terrorisme, soit, mais que faisons-nous? Et est-ce que peut-être que ces milliards que nous mettons dans cette intervention militaire ne seraient-ils pas plus justement mis efficaces s'ils participaient au développement de ces pays-là? C'est-à-dire de quelle façon? Par exemple, construction d'écoles, construction d'une police, construction d'un État, aider à des constructions de puits, faire en sorte que toutes ces régions qui échappent à tout contrôle, qui sont en une situation de faillite économique, puissent retrouver un petit peu une situation meilleure. Et nos soldats, malgré leur grand talent et l'efficacité de notre matériel, pour ceux qui connaissent et qui regardent votre antenne et qui sont nos amis peut-être qui vivent au Mali, savent très bien qu'on parle d'un pays qui est 2 fois la taille de la France. L'opération Barkhane intervient sur 5 pays, c'est quasiment l'équivalent de l'Europe. 4000 hommes ne peuvent pas contrôler l'équivalent d'un continent. Et en même temps, ils ne pourront pas partir du jour au lendemain. Alors voilà, c'est ce que je dis, que les choses soient claires. Ce débat auquel j'invite et le fait qu'il faut créer les conditions de partir ne signifie pas que du jour au lendemain, il faut partir, car le chaos serait sans doute aussi très important. On voit les difficultés
difficultés du G5 Sahel, on voit les difficultés des pays de la région. L'armée doit être au service d'un projet politique. Et pour ma part, le projet politique, le plan dans lequel nous sommes engagés, les objectifs gradués, je ne les connais pas. Voilà. Et je ne me limite pas à des formulations consistant à dire on est contre le djihadisme, en observant que dans la région, les conditions de cet islamisme radical ne sont certainement pas éteintes, voire même se développent. C'est ça. Donc où est le volet politique ? La force, l'armée, notre armée doit être au service du politique. Et le politique dans cette affaire, j'avoue que je ne vois pas très bien. Oui. Et c'est terrible parce que... Quand on vous dit qu'il faut un consensus national aujourd'hui, quand on le réclame, ce consensus, vous dites non. Un consensus, l'hommage, évidemment, doit être consensuel à nos soldats. C'est une évidence. Mais moi, je ne veux pas que nous passions notre temps dans les 20 ans qui viennent à régulièrement pleurer nos morts. Je veux savoir pour quelles raisons nos soldats meurent. D'ailleurs, je souhaite qu'ils ne meurent pas. Je le dois pour la dignité, quelque part, que je me fais de ma fonction, pour les familles. On ne peut pas dire, écoutez, votre fils ou votre mari est mort pour des objectifs politiques qui ne sont plus très clairs. Donc tout ça, que mon propos soit clair. Je ne dis pas, je ne suis pas un fou ou un irresponsable qui dit que le 1er décembre, tous les soldats vont revenir dans les familles, parce que la situation serait terrible localement. Mais je demande à ce que nous ayons, au nom de la représentation nationale, un débat notamment à l'Assemblée, notamment dans le cadre de la Commission Défense, que le gouvernement nous dise comment il voit les choses évoluer, quels sont les objectifs que nous nous sommes donnés, mais pas seulement des objectifs militaires, des objectifs une fois de plus politiques. Comment nous aidons à ce que la démocratie puisse revenir là-bas ? C'est très compliqué, je suis très conscient du caractère extrêmement compliqué. Mais tous les signaux qui me reviennent, c'est que me disent que la situation se dégrade localement. Elle se dégrade. Et que, ça risque d'être pire si les Français s'en vont. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Mais beaucoup de témoignages, et si nous avons des amis maliens qui nous regardent, confirmeront-ils ou pas ce que je suis en train de dire, mais autant les troupes françaises avaient été accueillies très positivement par la population il y a 6 ans, autant aujourd'hui, il y a un sentiment dans la population que ces troupes françaises ne participent pas à la restauration totale de la souveraineté au Mali. Donc tout ça, quand même, c'est des choses où, quand on a des morts qui nous reviennent et que nous les pleurons, je crois que nous leur devons, une fois que le temps de l'hommage sera rendu, à ce que le politique s'exprime et que nous puissions dire, nous devons rester, combien d'années, quels sont nos objectifs, comment ce que nous faisons, d'un point de vue militaire, est accompagné aussi d'une réflexion politique, géopolitique sur la région, quels sont nos partenaires. Et de ce point de vue-là, je trouve que pour l'instant, c'est assez faible. Oui, Alexis Corbière, vous déplorez, on le sent bien, y compris sur cette affaire malienne, un déficit démocratique. On va parler dans quelques instants de votre livre Jacobin, là, publié chez Perrin. Déficit démocratique, vous dites, au fond, c'est ça qui explique qu'en France, il y a les Gilets jaunes, et vous parlez évidemment de ça dans ce livre, c'est ça qui explique aussi ce qui va se passer le 5 décembre, c'est ça qui explique ce mécontentement aujourd'hui en France. C'est une des dimensions. La question, elle est sociale, mais elle est aussi démocratique. Je l'ai dit, en Ve République, on ne parle pas d'intervention militaire à l'Assemblée nationale. Et en Ve République, on concentre beaucoup de pouvoir sur un président de la République. Il y a une réforme des retraites aujourd'hui qui est envisagée par ce gouvernement. Toutes les études d'opinion démontrent qu'une majorité de Français est contre, et ils ont bien raison, car ce qu'on va leur demander, leur imposer, c'est travailler plus longtemps, de baisser les pensions de retraite. Et on a un gouvernement qui, institutionnellement, peut passer en force. D'où l'intérêt, et je le soutiens, de la grève du 5 décembre. Faisons grève pour exiger ce retrait. Mais on pourrait imaginer... Philippe dit qu'il ne retirera pas le projet. Écoutez, on verra. Il le redit. Verra, mais il ne peut pas diriger tout seul contre un pays. D'accord ? Donc la grève est là pour dire, monsieur le Premier ministre, soyez raisonnable. Après, on peut imaginer d'autres sorties plus démocratiques. Pourquoi pas une grande consultation nationale dans le cadre d'un référendum que le pays se prononce ? Qui est le souverain ? Et c'est l'objet aussi de mon livre. Et c'est ça où ces personnages de la Révolution française m'intéressent. Qui est le souverain ? Le monarque ? Fut-il un président élu tous les 5 ans réélu ? Ou le peuple ? Je pense qu'il faut créer et imaginer des institutions nouvelles dans lesquelles le peuple reste un acteur démocratique qui contrôle sa destinée, même entre 2 rendez-vous électoraux. Et de ce point de vue-là, les Gilets jaunes, de manière brouillonne parfois, mais nous ont dit des choses intéressantes, qu'à travers des revendications sociales, il y a aussi des exigences démocratiques. Ce référendum d'initiative citoyenne, vous avez ce RIC, la possibilité que des citoyens puissent intervenir et ne soient pas en quelque sorte infantilisés entre 2 rendez-vous électoraux. Mais alors comment vous expliquez, parce que c'est le titre de ce livre, Jacobin, que ce mot soit presque devenu une insulte aujourd'hui ? Ça, c'est notre histoire compliquée. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire aimer la République si on caricature ceux qui en ont été les fondateurs. Aujourd'hui, dans le vocabulaire politique, le mot jacobin, c'est quasiment autoritaire, contre les régions, etc. Alors qu'au point de départ, ces personnages qui sont dans un club, d'un club qui est, dont les pères dominicains qui possèdent ce couvent qui est loué étaient rue Saint-Jacques et on les appelait traditionnellement les Jacobins, mais dans ce club, des parlementaires vont se réunir pour voir qu'est-ce qu'ils font ensemble dans les premières assemblées nationales, et ce club va être le foyer fécond de toutes ces réflexions sur comment, progressivement, des droits proclamés en 1789 ne restent pas seulement des droits formels, mais deviennent des droits réels. Et vous avez des figures là-dedans.
géants qui vont s'affronter, qui parfois vont se regrouper. Je pense à Robespierre, à Saint-Just, et puis même à Danton. Qui est le portrait d'un certain nombre de personnalités. Et qu'il ne faut pas oublier, Robespierre est celui qui pense le premier ou le plus fortement la question sociale. Ou même Danton, vous dites je l'ai longtemps détesté, mais maintenant j'ai appris à l'aimer. Ce Danton, c'est un personnage qui, quand la patrie est quasiment envahie par un ennemi, est capable de soulever et de faire une levée en armes pour défendre la nation. Mais il y a d'autres personnages, vu que le temps passe. Vous parlez par exemple de Jean-Baptiste Belley. Voilà, je veux en parler de lui. Extraordinaire. Mais trop longtemps. Le premier député noir. Magnifique. Cet homme. Enfin, je dis personne, non, mais peu de gens le connaissent. Eh bien, justement, c'est peut-être aussi l'objet de ce livre, à travers ses portraits, il faut le connaître. Jean-Baptiste Belley est un esclave, né au Sénégal, emporté avec sa mère pour devenir esclave à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, progressivement, il devient un esclave émancipé, son maître lui redonne sa liberté, il est coiffeur, etc. Et puis, il va aussi s'engager dans ces armées qui seront les États-Unis d'Amérique, qui participent à la bataille de Savannah. Puis, il revient, il a appris le maniement des armes, et il participe à ce moment-là, dans toute cette situation qui serait peut-être longue de rappeler, mais la déclaration des droits de l'homme en 1789 est proclamée, mais l'esclavage n'est pas aboli parce que les colons continuent à avoir une influence et considèrent que ce ne serait pas faisable. Et bien progressivement, en 1792, l'Assemblée décide que les libres de couleur, les métis, auront les mêmes droits que les colons. Les colons n'en veulent pas. Révolution à Saint-Domingue. Le 29 août 1793, l'esclavage est aboli à Saint-Domingue. Des députés sont élus. Jean-Baptiste Belley, qui va en métropole comme député, et participe au 4 février 1794 à cette journée où la Convention abolit l'esclavage. Cet homme magnifique, ce personnage incroyable, ce premier député noir, ancien esclave, est représenté par un tableau de Claude Giraudet, actuellement au musée de Versailles, un peu caché. Et j'ai demandé avec Jean-Luc Mélenchon et tout notre groupe que ce tableau, qui symbolise énormément de choses, revienne à l'Assemblée nationale. C'est le plus bel écrin. Ça va se faire. Je le souhaite. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, est plutôt d'accord. C'est un beau symbole pour montrer que dans toute notre histoire nationale, il y a aussi ces personnages-là, ce premier député noir, ancien esclave, ce jacobin noir qui est celui qui est la voix de l'abolition de l'esclavage pour la première fois en février 1994. Oui. Quand vous racontez cette histoire dans ce livre jacobin, Alexis Corbière, au fond, vous parlez de Macron en creux. On le voit bien. Enfin, vous vous dites, au fond, il symbolise pour vous ce que ça peut avoir le monarchisme du pouvoir, enfin, quelque chose que vous rejetez aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, légèrement avant d'être élu, avait donné une interview dans laquelle il disait il y a un grand absent dans la vie politique, c'est le roi. Depuis qu'on lui a coupé la tête, on le cherche. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'au contraire, la force de la Révolution française, c'est qu'elle permet que s'épanouisse la souveraineté du peuple dans le cadre d'une république. Nous n'avons pas besoin d'une figure paternelle. Et puis Emmanuel Macron utilise aussi tous ces symboles historiques. Il a réuni les députés, il a dit qu'il proposait au pays un pacte girondin, en faisant référence à cette époque. Et tout ça, c'est des mots, on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent dire. Donc je pense qu'il faut redéfinir tout ça. Et effectivement, dans ce passé, selon moi, on trouve des sources d'inspiration pour le futur. Oui, la République doit être sociale, comme nous le disait Robespierre. Oui, la République et la nation doivent être pleinement souveraines et la figure du roi doit ne plus exister, comme nous le dit Saint-Just. Oui, il faut une République avec un plan de lutte contre la pauvreté, comme nous le dit Bertrand Barrère. Oui, effectivement, la Déclaration des droits de l'homme impose que l'esclavage soit aboli, comme nous le dit Jean-Baptiste Belley. Oui, les femmes doivent trouver toute leur place. Et aussi, personnage pas assez connu, Pauline Léon, Claire Lacombe, ces personnages féminins oubliés, alors que les femmes sont un des moteurs premiers de la Révolution française. Oui. Ce sont elles qui vont chercher le roi en octobre 89, qui était à Versailles, le ramènent à Paris. Et aux historiens, moi je ne suis pas vraiment historien en vérité, j'adore l'histoire, mais à ces historiens de travailler pour nous faire réémerger des figures. On a beaucoup parlé d'Olympe de Gouges, qui est un personnage magnifique, mais il y a aussi ces femmes plus populaires qui ont des clubs, ces sociétés de femmes qui veulent porter les armes, qui veulent exercer aussi un rôle politique de premier plan, et c'est notamment Pauline Léon. J'aimerais que ce personnage, pas totalement méconnu, mais quand même assez oublié, revienne sur le devant, et puis avec elle, toutes ces femmes magnifiques qui ont été, une fois de plus, le moteur social, le moteur politique de cette révolution. Ouais. Vous citez Victor Hugo, la révolution et la République, vous dites, elle est indivisible, comme Victor Hugo le disait. Exactement. Et au fond, l'une est la mère et l'autre est la fille. Voilà, c'est une formule magnifique. Plus modestement, je le résume en disant aujourd'hui, tout le monde parle de République. Il y a une injonction que je partage. Il faut être républicain, mais est-ce qu'on peut aimer la République si on fait détester ceux qui en ont été les inventeurs ? Je ne le crois pas. Il faut lever ce masque caricatural. Moi, après, ce n'est pas un catéchisme. Je ne crois pas qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils se sont affrontés, même combattus entre eux. Mais il faut quand même se réintéresser à ce qui était ce foyer intellectuel du Club des Jacobins, comprendre les débats et comprendre pour quelles raisons, dans une grande révolution populaire, on a proclamé des droits universels qui sont encore des sources d'inspiration. On revient aux Gilets jaunes, et peut-être comme ça qu'on conclura, c'est que nos Gilets jaunes, quand ils se mobilisent,
pour des questions, on l'a vu d'abord, des problèmes de prix d'essence et un sentiment d'injustice fiscale. Ils se mettent des bonnets phrygiens sur la tête, ils ont le drapeau bleu, blanc, rouge, ils chantent la Marseillaise, ils écrivent sur leur gilet « il faut un nouveau 89 ». Donc ce passé nous travaille encore parce qu'on a un pays, et on l'a appris tout petit à l'école, où il y a la passion de l'égalité, où il y a aussi cette idée que le peuple qui se soulève et qui se met en révolution peut écrire une histoire magnifique. Et de ce point de vue-là, voilà, aimons la Révolution française, pas seulement pour le goût du passé, mais parce que je crois que ça peut nous projeter positivement vers le futur. Et je crois que ce pays a besoin de ça, de grands changements, mais d'un changement démocratique, où la souveraineté du peuple est respectée, où la question sociale est prise de manière beaucoup plus sérieuse que ce que, hélas, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, vous voyez, quand on aime le passé, c'est toujours pour le futur. Non, mais évidemment, l'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique d'hier. La politique d'aujourd'hui sera l'histoire de demain. Et c'est pour ça qu'en général, tous ceux qui sont engagés en politique sont plutôt des amateurs d'histoire. Et puis notre pays, c'est une singularité française. Hein. On aime l'histoire. Les livres d'histoire se vendent. Hein. Dans beaucoup d'autres pays au monde, il n'y a pas ça. Donc aussi, il faut aider nos historiens, nos chercheurs, nos universitaires. Et puis plus modestement, les gens comme moi qui essaient un petit peu de faire des choses un peu plus à portée de main pour qu'on aime ce passé. Moi, j'aime la Révolution française. Ouais, merci. Alexis Corbière était notre invité. Jacobin est publié chez Perrin, Les Inventeurs de la République. Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.